se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. On retrouve dans quelques instants Gilles Caplan en direct. En attendant, voici l'un de ses tubes. Gilles Caplan qui est avec nous. Bonjour Gilles, comment ça va ? Mais ça va très bien, merci beaucoup. Alors, un grand merci pour nos auditeurs de Radio Nîmes, parce que c'est vrai qu'on a prévu cette interview hier. Et moi, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez avec nous, parce que Gilles Caplan, c'est la fin des années 80, c'est des tubes comme Tous les soirs qu'on a entendus, comme Sur une balançoire, comme Nathalie Wood et plein d'autres. Moi j'ai une première question, donc je vous l'ai posée. Comment allez-vous ? On va, si vous le voulez bien, parcourir votre carrière et parler bien évidemment de votre dernier album. Et là je rajouterai, quelle joie enfin de vous retrouver avec ce nouvel opus. Merci beaucoup. En fait le précédent album datait de 2017 je crois. Et entre-temps, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai joué dans 2 pièces de théâtre, j'ai écrit plein, donc j'ai pas eu trop le temps de faire un disque. Et puis un disque, ça se fait... moi, j'aime bien travailler avec quelqu'un, j'aime bien travailler avec un alter ego. Voilà, et là, la bonne personne est arrivée à un moment, et c'est ça qui a déclenché aussi la création d'un nouvel album. Gilles, vos premières expériences artistiques, vous les débutez avec des cours de théâtre, mais très très vite, donc c'est la musique et la chanson qui vous attire, et vous allez écumer les petites salles pour écouter des groupes amateurs. Et dans vos fréquentations à ce moment-là, vous avez Jean-Christophe Urbain et J.P. Nataf, tous les deux
membres d'un groupe de musiciens encore amateurs qui deviendront les Innocents. Tous les deux ont été importants pour vous au début ? Ils ont été importants, oui, bien sûr. JP l'est toujours. Oui, c'est important parce que c'est en allant les voir enregistrer leur premier single. Alors là, je vous parle vraiment d'il y a très longtemps. Que j'ai rencontré un compositeur, qui s'appelle Jay Alansky, et puis avec qui j'ai fait quand même 4 albums. Donc c'est quelque chose d'important. Oui, tout à fait. Vie, vous voyez. Et moi, je pensais pas tellement à chanter. C'est vrai que j'étais très heureuse au cours Florent. Je voulais être actrice, tout ça. Bon, et puis en fait, la musique l'a vraiment, vraiment emporté. Même si j'aime toujours jouer, ça reste quand même mon métier, mon activité de cœur, quoi. Bien sûr. Voilà. Et après, j'ai fait un album avec chacun d'entre eux. J'ai fait un album avec JP Nathan, le chanteur de Innocent, et un album avec Jean-Christophe Urbain, qui est aussi chanteur et compositeur. Enfin, ils sont tous les deux chanteurs, auteurs, compositeurs. En fait, ils sont. Voilà. Donc c'est, bien sûr, c'est des gens affectivement qui me sont chers, mais créativement aussi. Vous voyez. Bien sûr, je comprends. Vous rencontrez comment Jay Alansky ? Comment s'est fait cette rencontre ? Je vous l'ai dit, c'était en studio avec les Innocents. En fait, ils réalisaient l'album, produisaient le premier single. Non, je vous l'ai pas dit. Le premier single des Innocents, c'était Jeudi. Et moi, j'allais les voir tout le temps en studio, quoi. Après mes cours, après, je faisais plein de petits boulots aussi. Enfin bon, bref. J'avais 20 ans. Hein. Oui, bien sûr. Et j'allais les voir. C'était un studio dans le 20e arrondissement. Et je passais une tête souvent à la fin de la journée. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, quoi. Très bien. Je posais plein de questions, en fait. Ouais. Ça m'intéressait énormément. Donc, je posais plein de questions. Je disais, mais à quoi ça sert, ça ? Et pourquoi vous mettez une batterie en plus d'une boîte à rythme ? Et pourquoi ça ? À quoi ça sert ? Et puis, c'est bien, elle est marrante, cette fille. En plus, j'étais... un peu un télo sexy, vous voyez. Ouais, je comprends. Mignonnette, elle lisait énormément, comme je faisais j'adorais Georges Bataille, j'adorais la littérature, j'adorais la philo, enfin bon. Et donc il s'est dit, tiens, elle est bien, enfin elle est marrante, c'est vrai que je détonnais peut-être un peu parce qu'il y a, à cette époque-là, même dans ce milieu, il n'y a pas tellement de gens qui sont vraiment des vrais littéraires. Oui, bien sûr. Alors, Jay Alansky devient votre mentor et même votre ami. Et là va naître un premier album, à peine 21, où l'on retrouve vos premiers tubes, comme Sur une balançoire et Oh tous les soirs. Excusez-moi, je vous coupe, mais le mot mentor, même si je comprends pourquoi vous l'utilisez, et c'est vrai qu'il y avait un côté comme ça, un côté un peu Pygmalion, mais c'était, pour moi, c'est pas, enfin, il me révélait à moi-même, en fait. D'accord. Si vous voulez. Ça, c'est une donnée qui est quand même importante, c'est que c'est pas juste elle chante et puis elle ferme sa gueule, pas du tout. C'est-à-dire que on avait vraiment une complicité, grande communauté d'esprit et il m'a littéralement aidé à naître et à savoir qui j'étais et puis évidemment il avait une vision qui était beaucoup plus aboutie de la musique que moi, forcément, parce que lui il avait 10 ans de plus, il avait fait déjà beaucoup de choses et moi je débutais complètement, donc j'ai appris. C'était aussi un guide, un professeur, un transmetteur, un regard extérieur. C'est quelqu'un qui a été, évidemment, très très fondateur, quoi. Alors, vous êtes l'une des révélations de la fin des années 80. Comment vous prenez ce succès à ce moment-là ? Parce que ça arrive comme ça, comme d'un seul coup. La bande FM vous programme, tout démarre. Vous êtes dans quel état à ce moment-là ? Vous attendiez en enregistrant cet album, est-ce que vous vous êtes dit ça va être des tubes ? Ou alors on ne sait jamais, ou alors Jay Alansky vous rassurez en disant ça va marcher. Ah, mais alors vous savez, on ne sait jamais ce qui va marcher ou pas déjà. Ça c'est, on a beau pressentir des choses, on se dit quand même ce morceau il est vraiment bien, il reste dans la tête et tout, mais ça tient tellement aux médias en fait. Eh oui. Ça tient tellement, s'il n'y a pas d'exposition, si personne n'entend votre morceau, vous savez, vous pouvez faire le plus grand tube du monde, ce sera jamais un tube en fait. C'est ce qui fait le tube, c'est le passage à la radio massif et l'adhésion d'un public, si vous voulez. Tout à fait. Il faut être au bon moment. C'est vraiment être à la bonne place au bon moment avec les bonnes personnes en fait. Oui. C'est un peu des concours de circonstances, de coïncidences, tout cela.
Ouais, beaucoup, beaucoup. Donc évidemment, on espère, on se dit ce serait génial, mais on peut pas le savoir à l'avance. Puis quand finalement on recueille cette adhésion et cet enthousiasme d'une maison de disques, des médias et du public, on est très euphorique, hein, c'est vachement bien. Eh oui. On passe un compte en fait du truc. Parce qu'on est, alors encore une fois, on est jeune et puis on prend les choses comme elles viennent, si vous voulez. Hein. Bien sûr. Donc on est très heureux. Puis on est pris après dans un emploi du temps qui est assez conséquent. Alors on fait les choses et puis, mais on n'a pas beaucoup de recul, vous voyez. Ouais, je comprends. Mais sur le moment, on est très pris dans une. Vous avancez quoi, vous avancez et vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et ça a donné plutôt du bon, parce qu'en 90, il y a la sortie du deuxième album, La Charmeuse de Serpent, album qui sera double disque d'or, où l'on retrouve Nathalie Wood, Tout ce qui nous sépare, et en 92, vous recevrez même une victoire de la musique. C'est ça, ouais. Non, ça c'est vraiment très... L'album est très bien, je l'adore, j'adore les chansons, je me sens très bien avec Jay, on travaille très très bien, on est vraiment au pic de notre relation, vous voyez, on est la maison de disques est convaincue que c'est un très bon disque qui va marcher, parce que on peut faire des très bons disques et avec le sentiment que c'est trop obscur ou ça va pas marcher, mais là il y a vraiment l'adhésion du label. Et l'adhésion des médias, mais ça a été long, hein. On a mis beaucoup de temps, hein. Ça s'est pas fait en une fois, on a mis 8 mois avant. D'accord. Au départ, ça marchait pas très bien. Hein. Vous avez des médias particulièrement qui vous ont soutenu, qui vous ont suivi depuis le départ? Ah oui, il y avait France Inter et RTL, c'était vraiment les deux médias qui jouaient beaucoup, puis beaucoup de radio FM aussi, de province, et puis il y avait c'était pas du tout la même manière de travailler un disque, on se déplaçait beaucoup, on était tout le temps sur les routes, on allait voir les radios. Il y avait une grosse promo. On partait plusieurs jours dans des secteurs de la France et on avait des rendez-vous avec des maisons, avec des disquaires. On faisait des séances de dédicaces, on faisait des rencontres FNAC, on allait voir les radios, c'était en direct. Là, par exemple, l'interview qu'on fait, elle se serait faite certainement, mais de façon différente. Elle s'inscrivait dans un voyage dans votre région. On passait plusieurs jours et on rencontrait les gens. C'est plus, d'une certaine manière, c'était plus artisanal la manière de travailler et plus presque plus fraternel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On rencontrait les gens, on rigolait, on allait au restaurant avec eux, on buvait un verre, c'était plus... Et c'était aussi l'époque années 80-90, une autre époque. Je veux dire, l'époque d'un petit peu de l'insouciance, rien à voir. Aujourd'hui, on est vraiment sur son téléphone, sur son écran, etc. Les gens ne se parlent plus. Enfin, on est dans un autre monde quand même. Mais oui, j'habite à Paris et je prenais le métro l'autre jour et je rentre dans la rame et je m'amuse à compter parfois combien de personnes sont sur leur téléphone. Et là, il y avait tout le wagon qui était sur le téléphone, alors qu'en plus c'était le métro aérien. Donc métro aérien à Paris, c'est assez agréable parce qu'on traverse tout un quartier du 18e arrondissement avec plein d'immeubles, on peut regarder chez les gens. Moi j'adore regarder chez les gens. Et donc il y a vraiment matière à regarder le ciel, à regarder les gens en bas, comment ils marchent, comment... Bien sûr, il y a d'autres choses à faire, à voir. Voilà, d'un autre point de vue, puisqu'on est à l'équivalent d'un deuxième étage d'un immeuble. Et en fait, personne regardait ce qui se passait dehors. Et je regarde les gens, ils sont sur TikTok où il y a des tutos pour des faux ongles, je suis un peu effondré des fois, je dis merde quand même, quel dommage. Je comprends, oui. Gilles, si vous le voulez bien, on va faire une petite pause avec Nathalie Wood, justement tirée de ce fameux album La Charmeuse de Serpent, et on se retrouvera après, d'accord? D'accord, avec plaisir. Allez, à tout de suite. Radio Nîmes, c'est le trait d'union entre générations. Retombe sur tes pieds, retombe toujours par terre. Tes
Nathalie Wood, Gilles Caplan qui est avec nous en direct et c'est un grand bonheur de vous avoir, Gilles. Vous êtes toujours avec nous, Gilles? Je suis toujours là. Voilà. Nathalie Wood, donc c'est tiré de ce fameux album La Charmeuse de Serpent, un album qui a, comme je le disais il y a l'instant, qui a super bien fonctionné. Il y aura ensuite un autre album en 93, avant qu'il ne soit trop tard, toujours composé et produit par Djalansky. Ouais. Et en 96, là, autre album, sans Djalansky. C'est le début de la séparation ou c'est pour vous une évolution, vous souhaitez évoluer? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que on fait 3 albums avec Jay et je crois que lui, à ce moment-là, il y a la musique électronique vraiment devient une musique qui prend beaucoup de force, de rayonnement, et ça l'intéresse énormément. Alors comme c'est un grand bidouilleur et qu'il adore être tout seul dans le studio, il décide de faire pour lui des albums sous un nom qui s'appelle Reminiscent Drive, sur un label, le label de Laurent Garnier qui s'appelle FCOM, et donc il a un peu envie d'arrêter de faire des chansons un peu dans un format plus classique, quoi. Donc donc moi c'est un peu compliqué parce que j'aime tellement travailler avec lui, mais bon voilà, c'est la vie. C'est la vie, oui. Et puis moi, ça me permet aussi de rencontrer d'autres gens, et puis peut-être d'évoluer, voilà, faire peut-être autre chose. Il y aura une compilation en 98, Gilles, et puis ensuite, 2 albums suivront, et on revient avec JP Nataf et Christophe Urbain, des Innocents, où vous travaillerez avec eux pour ces albums. Et je vois même que vous avez travaillé également avec Patchy Garak, qui a participé à la Starac. Vous êtes vraiment multicasquette. Ouais, alors pour Patchy, j'ai fait des photos pour lui. D'accord. Ça n'a rien à voir. Rien à voir avec la chanson, mais voilà, c'est pour ça que je parle de multicasquette. Ouais. J'ai fait des photos d'un single pour lui, son premier single qui s'appelait S'embrasser. Et j'étais souvent en studio, j'ai m'invité souvent en studio parce on avait en fait son manager était un ami à moi. Ouais. Et comme il savait que je faisais pas mal de vidéos, parce que par le passé j'avais réalisé plusieurs de mes clips, notamment Nathalie Wood, C'est fini pas pour toi, comme sur une balançoire. Enfin bon, j'adore l'image. Et je venais avec ma caméra et j'ai réalisé plein de petites capsules, comme on dit, des EPK, des Electronic Press Kits, dont les médias se servent après, qui sont des petits reportages de comment l'album se fait, tout ça. Donc ça n'a pas du tout en rapport avec la musique. J'ai pas chanté ni travaillé avec lui, mais je l'ai filmé, voilà. Ok, très bien. Quel est J'ai fait ça avec Kent aussi. Oui, également. Oui, tout à fait. Je l'ai vu. Voilà. Mais de toutes ces casquettes, entre guillemets, laquelle préférez-vous? Je connais un petit peu, ou je me doute un peu de la réponse, mais j'aimerais bien l'entendre. Mais j'adore chanter. C'est quand même, j'adore chanter, j'adore écrire. L'écriture prend de plus en plus d'importance dans ma vie, de place. Je l'ai découvert. J'ai écrit beaucoup de mes chansons, pas toutes, mais beaucoup. Il y aura un bouquin également. Ouais, 2022. En 2022. En 2010, j'avais fait j'avais sorti un bouquin de poésie, libre, de façon assez confidentielle. C'était la poésie, si vous voulez, quand vous touchez 500 personnes, vous êtes content, quoi. La poésie. Et ce livre-là, il a eu un peu plus d'écho. C'est un livre sur la musique aussi, mais pas la mienne, plus celle des autres. D'accord. 123 chapitres, des disques qui ont marqué ma vie et aussi ce qui se passait, évidemment, quels étaient les gens que je rencontrais à ce moment-là, qu'est-ce que je vivais. Alors ça parle pas tellement de mon métier, ça parle plus d'une vie de jeune femme, quoi. D'accord. Donc et j'ai eu un grand plaisir à l'écrire, voilà. C'est vraiment l'écriture, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et il y aura également un retour au théâtre. Oui, alors le retour au théâtre, oui, qui se fait pareil en 2014. Ouais. Donc tout ça, c'est assez récent en fait. Enfin, c'est ces 10 dernières années en fait, qui ont été vraiment des nouvelles portes qui s'ouvraient sur une manière de s'exprimer, une manière de travailler. Donc 2014, c'est une pièce qu'on fait avec un ami qui est metteur en scène, qui s'appelle Sur la route, où on fait des évocations des écrivains de la Beat Generation, avec Jacques Kerouac. Henri Miller, c'était vraiment très gai. Puis après j'ai joué dans une pièce de Lagarde, Jusqu'à la fin du monde, que j'ai reprise encore l'année dernière à la Cartoucherie de Vincennes, et plus récemment Le Dindon de Georges Feydeau. C'est ça, j'allais y venir justement.
Et donc, fin novembre, octobre, si je me trompe, il y a la sortie de ce nouvel album extraordinaire. Moi, j'adore. Merci. Ouais. Tout écrit. J'adore aussi cet album. Ouais, vous avez fait toutes les paroles. Ouais. On va y venir. Et là, vous faites la première partie d'Axel Bauer à l'Olympia. Et vous en profitez d'ailleurs pour annoncer votre retour sur scène à la Maroquinerie à Paris début janvier. Ah, oui. Alors, Axel, en fait, Axel, je le connais depuis longtemps. Et il me propose d'ouvrir pour lui quasiment à la sortie de mon album. C'est-à-dire qu'il a dû voir que j'étais avec... je travaille avec une guitariste qui a composé l'album, Émilie Marche. C'est ça, j'allais en parler, oui. Voilà, et il nous voit toutes les deux, et il se dit, ah tiens, c'est marrant, il y a une vraie... Parce que trouver la première partie, c'est toujours un... faut que ça aille avec aussi ce qu'on fait, quoi. Enfin, faut... Et il s'est dit, ah, mais elles sont, voilà, c'est bien, elles sont toutes les deux. Puis l'Olympia, ça se refuse jamais, hein, l'Olympia. Jouer à l'Olympia, c'est impossible, quoi. Donc c'était super de faire ça. Et puis j'ai fait le Café de la Danse le 12 décembre, la Maroquinerie le 9 janvier. Et les deux dates étaient complètes, en fait. C'est ça qui m'a fait grand plaisir aussi. C'est de voir que les gens sont là, ils aiment le disque et c'est il y a super. une fidélité entre le public et moi, quoi. C'est ça qui est beau, quoi, qui a dépassé toutes les années et même un succès médiatique, si vous voulez. Oui, je comprends. Quelque chose de très ancré, quoi. Alors Amélie Marche, c'est elle qui a fait toute la musique? Émilie compose, ouais. Émilie compose. Elle vous a rejoint maintenant. Elle travaillait avant avec Dany, qui nous a quittés trop tôt. C'était quand même une belle rencontre. C'était en 2021, si je ne me trompe, c'est ça, au Bataclan? En 2020, c'était au Bataclan. C'était pour un des derniers concerts de Dany, en fait. Ouais. Elle est morte 6 mois après. Et on a fait, Émilie et moi, et là il y a un album posthume de Dany qui va sortir. Et Émilie a tout composé. Moi j'ai écrit 6 textes sur le prochain album de Dany. Donc d'accord. C'est la prochaine étape. C'est un très bel album. C'est très très émouvant parce que moi Dany, du coup j'ai rencontré et puis Émilie a beaucoup travaillé avec elle. 7 ans de concerts avec elle. Et donc c'est vrai que sa mort, ça nous a un peu choqué, surpris. Ça a surpris beaucoup de gens parce qu'on ne s'y attendait pas. Effectivement. Pas du tout, parce qu'elle l'après-midi où elle est morte, elle nous appelait, quoi, on l'avait au téléphone. Eh oui. Là, bon, voilà. Ouais, ça donne vraiment, mais ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. En fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un de notre entourage comme ça qui disparaît, ça fait toujours réfléchir à notre vie, à notre fragilité et à notre force aussi, quoi. C'est pas que de la fragilité, c'est-à-dire il faut vivre le plus possible au moment où on est présent, quoi. Vivre au moment présent. Tout à fait. Voilà. Donc, pas perdre de temps. Ouais, je crois bien, oui, tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous. La scène, ça fait partie de votre ADN, non? C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour vous. Ouais, c'est même devenu, c'est presque plus important que de faire des disques maintenant, quoi. D'accord. C'est évidemment, je fais des disques, j'adore composer, j'adore écrire, mais c'est tellement, quand on rentre dans un album, c'est un processus qui est quand même très long, et on sait par tous les doutes par lesquels on va passer, c'est quand même un chemin qui est compliqué, alors que la scène, on est dans l'immédiateté, on est dans une joie, quoi, puis on est dans une communication très sensible avec un public, et ça c'est génial, quoi. Bien sûr. Émilie Marche, compositrice, est un peu maintenant votre alter ego. J'ai l'impression qu'avec elle, vous ne faites qu'une. Ah, non, on ne fait pas qu'une. En tout cas, c'est une belle collaboration. Ouais, c'est une super collaboration. C'est une fille que j'aime énormément. On s'entend extrêmement bien. On rigole énormément. Vraiment, on est. Alors, il y a c'est pas le côté fusionnel du truc. C'est plus vraiment une partenaire artistique géniale, quoi. Qui est très créative, qui a plein d'idées, qui joue très bien, qui a de la fantaisie, c'est une rencontre hyper, importante. J'ai osé plein de trucs aussi avec elle. J'ai participé beaucoup aux arrangements de l'album aussi, chose que je faisais pas tellement par le passé.
Et là, vraiment, c'était elle qui me disait, non, mais tu as envie de ça, vas-y, joue-le. Je dis, ah bon, tu crois, mais tu préfères pas le faire. Non, vas-y, joue-le. Et du coup, je me suis retrouvée à faire des trucs que j'ai pas tellement l'habitude de faire et que j'ai adoré, quoi. Donc, c'est super. Elle était très généreuse. Sur cet album, on y retrouve des mélodies gracieuses, de la folk, du rock, de la country urbaine. Moi, j'ai l'impression qu'avec ce nouvel opus, on retrouve une Gilles Caplan, libre et intime, non ? Ouais, bien sûr. Ouais, très intime. Je pense que chaque album apporte un Polaroid très précis d'un état d'esprit, d'un état de vivre, en fait. Mais en fait, c'était c'est compliqué à raconter en si peu de temps, mais j'avais envie de faire ce disque-là depuis longtemps et je n'arrivais pas à le faire, en fait. D'accord. Voilà. Et parce que c'est une question de personne aussi. Et avec Émilie, ça s'est fait, mais alors totalement naturellement et avec beaucoup de joie, une joie féroce, j'ai envie de dire. D'accord. Une belle entente, une belle complicité. Ouais. Et puis je rajeunis pas, donc c'est maintenant qu'il faut faire les choses une fois de plus, quoi. Après. Ça va, vous êtes encore jeune, Gilles. Ouais. Vous avez encore toute la vie devant vous, là. Ah bah oui. Vous avez le temps de nous concocter encore de superbes albums. Oui, bien sûr, évidemment, mais c'est pas ce qui est paradoxal dans le fait de vieillir, en fait, c'est qu'on se sent plus libre. Ouais. On ose davantage de choses. C'est marrant quand même. Hein. Mais on le sent dans cet album que vous êtes plus libre, que vous êtes vous-même, que voilà. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Alors, je peux peut-être me tromper, hein, mais j'ai écouté tout votre album hier soir et je connaissais vos autres tubes, alors pas tout, hein, je serais menteur de dire, mais tous les tubes je les connaissais et j'ai vraiment découvert. Alors, je connaissais Tout éteindre, le nouveau titre, mais je connaissais pas tout l'album que j'ai écouté et que j'ai acheté à la Fnac. C'est genre. Bah oui, parce qu'aujourd'hui les artistes, il faut aussi les faire vivre. Alors le téléchargement c'est très bien, mais quand on peut. Je vous arrête, plus personne télécharge, maintenant c'est du streaming. Oui, c'est streaming, c'est vrai en plus. Oui, tout à fait. Streaming, alors je vais vous dire, pour 10 000 écoutes, on gagne 50 €. Ah ouais, oui. Voilà, donc on gagne pas du tout sa vie avec le streaming. Et donc ceux qui vous disent le contraire, faut vraiment être, je sais pas, Taylor Swift si vous voulez pour. Je comprends. Faut être un artiste international et faire des millions et des millions de clics, quoi, ce qui est pas tout à fait mon cas. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Donc merci d'avoir acheté le disque. Non, mais c'est avec grand plaisir. Gilles, de tout ce que l'on a parlé et est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose qui vous tient à cœur ? Peut-être des dates de concert à venir, je sais qu'il y en a. Alors, il y en a une, justement à Marseille, donc dans le sud. Ouais. Nîmes, Marseille, c'est pas tout à fait le même coin, mais on n'est pas loin. Bon, on n'est pas loin. Très loin non plus. Le 18 avril, dans le cadre du festival Les Femmes s'en mêlent. D'accord. Donc, le 18 avril à 20h à l'Arplex Canebière. Très bien. Gilles Caplan, merci beaucoup pour cet entretien. Moi, j'étais ravi de vous entendre et d'entendre votre parcours discographique avec des anecdotes, avec des petites choses que l'on ne connaît pas forcément. Il n'y a que vous qui les connaissez et qui pouvez nous les raconter. Et vous les racontez bien comme vous écrivez. Moi, je suis aux anges, là. Je suis ravi de vous avoir reçu. Merci beaucoup, Gilles. Et puis, un excellent week-end. Merci pour nos auditeurs de Radio Nîmes d'avoir répondu présente en si peu de temps, parce que voilà, c'est pas forcément toujours le cas. J'étais libre ce matin, figurez-vous. Bon, voilà, c'est parfait. C'est super. Un dernier mot, je voulais dire. Oui, dites-moi. Dites. Cette chance que vous avez d'être dans les Cévennes quand même, parce que c'est tellement beau les Cévennes, c'est tellement magnifique. Ouais. C'est une région que j'aime tellement. Que je pense souvent à cet endroit de France qui est un des plus beaux, je trouve. Notamment, je pense aux Cévennes de Lozère qui sont particulièrement splendides. C'est vrai. Alors, si un jour vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Vous me passez un petit coup de fil et puis vous venez dans les studios et ça sera encore mieux, quoi. D'accord. Ça sera vraiment avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a après ce titre de Tout éteindre, est-ce qu'il y a un deuxième single de prévu ?
Il y a eu Animal qui est sorti, Oui. puis il y a Daron en ce moment qui joue D'accord. pas mal, voilà. Ouais. Donc Daron est mis en avant. En avant. D'accord, très bien, c'est noté. Merci beaucoup Gilles Kaplan d'avoir pour cet entretien pour Radio Nîmes, pour nos auditeurs. Je vous souhaite le meilleur et une belle continuité. Faites-nous encore de belles chansons et à très vite et à très bientôt. D'accord, merci beaucoup Christophe. Vous aussi, bonne journée, bon week-end. Merci Gilles, je vous embrasse, me permets. À bientôt. Oui, au revoir. Au revoir. Voici le dernier titre de Gilles Kaplan, Éteindre. J'ai un feu dans ma tête qui va et qui vient, tout flambe et tout brûler pour m'emmener loin. Et le feu dans ma tête te recourbe et t'inquiète, c'est un long feu d'été. Tu voudrais tout éteindre, sur les cendres danser. Tu voudrais tout étreindre, quitte à mourir brûlé. Tu voudrais retenir mes larmes et mon brasier, et loin du danger, et loin du danger. Tu voudrais revenir en arrière, ailleurs, à l'oreille tout me dire, me chuchoter les mots qui réparent, qui éteignent les feux que j'ai derrière les yeux. Tu voudrais tout éteindre, sur les cendres danser. Tu voudrais tout étreindre, quitte à mourir brûlé. Tu voudrais retenir mes larmes et mon brasier, et loin du danger. Tu voudrais tout éteindre, sur les cendres danser. Tu voudrais tout étreindre, quitte à mourir brûlé. Tu voudrais retenir mes larmes et mon brasier, et loin du danger. Quand il brûle, il s'entête à me recommencer. Et le feu dans ma tête te recourbe et t'inquiète, c'est un long feu d'été. Tu voudrais tout éteindre, sur les cendres danser.